Intelligence créatrice ou destructrice de millions d'emplois. On n'est pas en train de parler de quelques emplois ici et là. Et enfin, raccommodeuse ou déchireuse de tissu social. Je propose à Bernard Stiegler de démarrer. Je vous donne, chers témoins, notez. Merci bien. Pour répondre à la question de l'emploi et du travail, qui n'est pas la même question, il faut revenir sur ce que dit Halévy et sur la discussion de la table ronde d'avant. C'est inséparable. Je voudrais surenchérir sur ce que disait Halévy et sur ce que disait mon ami Jacques Prince. Les questions dont on parle aujourd'hui autour de l'IA, elles sont posées dans la critique de la raison pure en 1781 par Emmanuel Kant, qui critique Leibniz. Leibniz qui développe, Leibniz qui est à l'origine avec la characteristica universalis, disons des formalismes qui vont finir par engendrer, via Babbage et un certain nombre d'autres, ce qu'on appelle non pas l'intelligence artificielle, mais l'informatique, le computer science, l'informatique théorique. Leibniz ne voit pas de limite à l'entendement. Qu'est-ce que c'est que l'entendement, selon Emmanuel Kant, Verstand en allemand? L'entendement, c'est la capacité analytique de produire des concepts formalisables par des calculs, des tables de vérité, de la logique mathématique, tout ce que vous voulez. Mais Kant dit le problème, c'est que penser, ce n'est pas l'entendement, c'est la raison. Et la raison, c'est ce qui bifurque, c'est ce qui est capable d'aller au-delà de tout calcul. À partir de là, et en effet, j'étais à Séoul, moi, le jour où AlphaGo a battu le joueur coréen, j'étais à l'université de Séoul, exactement comme ça, et tous mes amis coréens qui étaient dans la salle se sont mis à pleurer, parce que leur champion mondial était battu. Je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, au jeu d'échecs, aujourd'hui, on a des programmes de training pour des joueurs d'échecs qui sont Big Blue, voilà, qui entraînent des joueurs d'échecs, en particulier Kasparov, qui aujourd'hui joue contre d'autres joueurs d'échecs avec des machines. C'est exactement comme un joueur d'échecs qui prépare avec des livres, parce que le jeu d'échecs, ça existe depuis 4000 ans, il y a des milliers de livres, on étudie les parties, etc., etc. Donc, arrêtons de nous casser les oreilles avec ça. Après, ce dont on parle, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation. L'intelligence artificielle, je connais bien. J'ai créé un laboratoire à l'université de Compiègne qui s'appelle COSTEC, qui a travaillé là-dessus longtemps. Et l'intelligence artificielle, c'était les programmes des années 50. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Ce dont on parle, ce n'est pas ce qu'on appelle l'IA dans ce sens-là. Ce dont on parle, c'est l'application de calcul, des chaînes de Markov, de tout ce qu'on veut, à des très grands nombres, et le fait qu'avec des smartphones, on peut recueillir des données simultanément sur 3 milliards d'individus. Un point, c'est tout. C'est beaucoup. C'est énorme, mais c'est tout. Et donc, le problème, c'est le computationnel. Et l'intelligence, ce n'est pas simplement computationnel. Ça produit des bifurcations. Alors maintenant, la question de l'emploi. Vous avez cité le rapport Oxford. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport d'Oxford? Je l'ai beaucoup lu. Je l'ai même fait connaître en France. J'ai fait un colloque au Centre Pompidou il y a 5 ans. J'ai publié un livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle « La société automatique ». Et toutes les questions dont on a parlé ce matin y sont abordées. Le rapport d'Oxford, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il reprend en fait des chiffres du MIT. Et il les applique avec des méthodes qui sont les méthodes des sociologues, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? 47% des emplois, ça c'est le MIT qui le dit en fait, sont automatisables. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront tous, mais ça veut dire qu'ils sont automatisables. Moi j'ai balancé ces chiffres il y a 5 ans, et je me suis mis à dos beaucoup de monde,
y compris France Stratégie, puisqu'au moment où je les ai balancés, le président de France Stratégie publiait son rapport disant en 2025 on pourrait revenir à le plein emploi. Bon. Absolument grotesque. Et j'ai été très attaqué par toutes sortes de gens qui me disent « Stiglitz raconte n'importe quoi, ça va créer d'autres emplois, etc. » Non, ça ne crée pas d'autres emplois, c'est pas vrai. En plus, il faudrait se demander qu'est-ce que c'est que l'emploi. L'emploi, ce n'est pas le travail salarié. L'emploi, c'est une fonction d'un modèle qui s'appelle le modèle de croissance, qui a été établi en 1933 par Keynes. Voilà. Donc, c'est un indicateur. Emploi, dette, etc., ce sont des indicateurs pour des potentiels de croissance. Maintenant, l'emploi, c'est une chose, c'est l'emploi au sens de Keynes, c'est-à-dire protégé, etc., etc. Je vous rappelle que Keynes, qui a produit cette catégorie, a publié un texte dans lequel il dit « Mais attention, dans 30 ou 40 ans, c'est terminé. » Et ça va changer. Alors maintenant, quel est le problème? 47% des emplois sont automatisables parce qu'ils sont prolétarisés. Prolétarisés, ça ne veut pas dire que ce sont des pauvres gens qui vivent à Manchester dans des cahutes. Non, c'est pas ça. Alan Greenspan, le prolétaire le mieux payé du monde, c'est le premier chapitre de mon livre « La société automatique ». Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il arrive devant le Sénat américain, 23 octobre 2008, on lui dit « Mais monsieur, les subprimes, c'est vous, etc. » Il dit « Arrêtez, j'y comprends rien et personne n'y comprend rien. » Ça veut dire qu'il est prolétarisé. C'est lui qui le dit. Il dit on n'a plus une science économique pour pouvoir gérer tout ça. Donc il y a des catastrophes et ça va produire des catastrophes. Ça, il ne le dit pas, c'est moi qui l'ajoute. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à raisonner en se disant que maintenant, l'OCDE, qui a commencé par dire il y a 2 ans, 9% d'emplois perdus à échéance de 20 ans sur l'ensemble des pays de l'OCDE, au net, hein, aujourd'hui, ils disent 12% et ça n'arrête pas de monter partout. Voilà. Donc, les situations d'emploi vont diminuer drastiquement, il faut être clair. Voilà. Si on perd 12% d'emplois d'ici à 20 ans en France avec les chiffres actuels, la France s'effondre, il faut être clair. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de modèle macroéconomique. Et le modèle macroéconomique, il doit valoriser le travail. Le travail hors emploi. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail? C'est un sujet immense, très compliqué, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est comme ça qu'on gagne 3 minutes. Un tout petit peu en arrière, il y a un très bon texte de Kevin Kelly qui dit « L'intelligence, c'est la vie ». Une bactérie a de l'intelligence, un singe a de l'intelligence, un ours a de l'intelligence. Et le problème, c'est qu'il y a une intelligence qui apparaît, qui est artificielle. Elle apparaît il y a 3 millions d'années avec les silex taillés. Cette intelligence, que ce soit chez l'intelligence naturelle des bactéries ou des singes ou l'intelligence artificielle des êtres humains qui a commencé il y a 3 millions d'années avec l'hominisation, c'est ça qui définit l'humain, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait, cette intelligence? Elle lutte contre l'entropie. Et l'entropie, c'est ce qui est en train de monter à toute vitesse dans l'anthropocène. Entropie thermodynamique, changement climatique par exemple. Entropie biologique, 60 à 70% des espèces de la biodiversité détruite, c'est une pyramide, le vivant. Donc si vous détruisez la base, vous allez vous casser la figure avec, c'est nous ça, là, en haut. Et entropie informationnelle, crétinisation de masse. Donald Trump, c'est peut-être votre copain, moi je trouve que c'est un crétin mondial, et il est un produit de l'entropie, Twitter, réseaux sociaux, etc., etc. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est, nous entrons dans l'anthropocène. Il va falloir lutter contre l'ère anthropocène pour pouvoir différer l'augmentation de l'entropie, essayer de réduire l'augmentation de l'entropie, de la limiter. Ça veut dire qu'il faut revaloriser le travail, qui est capable de produire des bifurcations incalculables par aucune machine, et non plus simplement l'emploi. Moi, je développe en ce moment un travail avec des grandes entreprises, Société Générale, Dassault Systèmes, Orange, Caisse des dépôts et consignations, et beaucoup d'autres, des fondations, pour développer une économie de ce type en Seine-Saint-Denis. Je termine en disant la chose suivante. Il faut absolument concevoir des systèmes où, par exemple, je prends 2 exemples. Un employé du bâtiment, chez Vinci, c'est un exemple dont j'ai discuté avec le patron de Vinci et avec un chargé de mission chez Vinci, qui s'appelle Pierre Guéheneux, qui depuis est passé chez Dassault Systèmes. Et d'autre part, un médecin cardiologue. Exemple du bâtiment. Il va y avoir un massacre dans l'emploi du bâtiment, qui est le premier secteur d'emploi. Il va y avoir un massacre parce que les robots monteurs de parpaing aujourd'hui, ils vont 20 fois plus vite qu'un travailleur détaché qu'on paye à coups de pied dans le derrière.
Mais après, plus tard, quand les modèles type Building Information Modeling, etc., qui pucent toutes les pièces qui servent à construire un bâtiment, seront réellement développés, et ça va venir très vite, eh bien, ces robots seront capables de monter des bâtiments en entier. Qu'est-ce qu'on fait des employés? Eh bien, on les fait travailler à utiliser le temps gagné pour, par exemple, utiliser de l'argile dans le bâtiment. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'argile dans le bâtiment en France. C'est une grave erreur. On évacue toute l'argile du bassin parisien en disant que c'est un déchet. C'est pas du tout un déchet, ça a des qualités thermiques absolument exceptionnelles. Donc, ce qu'il faut, c'est faire que l'automatisation soit mise au service de la production de nouveaux types de compagnons du bâtiment qui sont capables de produire des bâtiments à très, très haute qualité environnementale. Autre exemple, et je m'arrête vraiment, c'est cardiologie. Sinon, je ne vous perds plus la parole. J'ai un ami témoin. qui est un de mes anciens étudiants, qui a été directeur technique de mon institut, puis qui a été un des directeurs des infrastructures de Google. Il est parti à Mountain View. Il a gagné pas mal d'argent. Il a créé une entreprise qui travaillait dans la data médecine. Qu'est-ce qu'il fait dans cette data médecine? Il reprend un petit peu tout ce que nous disons dans mon institut. Il fait travailler des cardiologues ensemble qui utilisent des data à très très grande quantité, oui, deep learning, tout ce qu'on veut. Mais les data ne prennent aucune décision, ne produisent aucun diagnostic. Elles créent des problèmes à des communautés de médecins. Et ce système est un réseau social de cardiologues qui sont challengés par les data, avec l'aide de l'entendement qui est un système computationnel. Ça a toujours été comme ça quand le dit en 1781. Il faut un peu avoir de culture philosophique quand même pour traiter ces questions. C'est assez fondamental. Il faut aussi savoir que... Là, je vais être obligé il faut savoir qu'Alan Turing a lui-même mis en question les machines de Turing. Je m'arrête. Merci de votre attention. Merci à vous. Dimitri Nokovic. Reprenez. Alors, votre point de vue là-dessus? Ben, voilà. Voilà. On souffle. Ben, en fait, je vais donner un exemple qui va un peu dans ce sens. J'ai créé une intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité qui a réalisé à la Caisse des dépôts et consignations en 1h30 ce qui aurait nécessité 1000 heures par un humain. En l'occurrence, 1000 heures pour essayer de savoir, de donner une réponse à la question qui a accès à quoi en termes d'accès informatique et pourquoi. Et cette activité est non seulement totalement ingrate pour les consultants qui essayent de la réaliser, parce qu'ils ne comprennent généralement pas du tout ce qu'on leur demande d'analyser, mais en plus, parfois, c'est humainement impossible. Par exemple, à la BPI France, on a fait la même chose, et la question c'était, voilà, on a une fuite de données importante. Le fichier client, excellence. Et on ne sait pas qui a accès à quoi dans les répertoires partagés. Est-ce que tu pourrais le faire, puisque tu l'as fait au niveau des accès informatiques et accès physiques? Je dis, pourquoi pas? Il y a combien de répertoires? On ne sait pas. Il y a combien de droits d'accès? Aucune idée. L'IA a réussi à répondre à la question en à peu près 2 heures. Et la réponse était: toute l'entreprise a accès au répertoire du pôle investissement. Et certains d'entre eux ont jusqu'à 30 000 droits d'accès. Et certaines unités ont jusqu'à 2 millions d'accès. Allez demander à un manager d'aller recertifier un listing de plusieurs centaines de pages pour savoir ce qu'il faut garder. L'IA, en ce sens, est en mesure de faire disparaître des tâches qui sont non seulement sans le moindre intérêt pour l'individu, mais qui lui demandent, le cas échéant, un effort absolument surhumain. Qui est triste à l'idée de voir disparaître cette activité? La boîte de conseil qui vend le consultant 93 € de l'heure. Donc, maintenant, je vais donner une autre, une image que j'aime bien utiliser. Dans des organisations comme celle-là, donc répondre à la question qui a accès à quoi, pour la Société Générale qu'on a évoquée, et on a été en finale du Banking Cyber Security Innovation Award cette année. Eh bien, ça demanderait 14 années-hommes. Une IA serait capable de réaliser entre 15 et 20 heures, ce qui nécessiterait 14 années-hommes. À la Société Générale, répondre à cette question, c'est franchir l'Everest. C'est atteindre le sommet de l'Everest.
Qu'est-ce qui se passe quand vous réussissez à atteindre l'Everest? Vous voyez ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? Dans les entreprises comme celle-là, vous voyez ce que j'appelle le Sud. Le Sud, ça veut dire la barrière. En fait, les pharaons, quand ils ont essayé de remonter les sources du dieu Nil, sont tombés sur le Sud, au Soudan. C'est un marécage qui est la taille de l'Angleterre, avec des papyrus de 3 mètres de haut, infestés de moustiques, d'hippopotames, de crocodiles. On a seulement réussi à le franchir en 2006. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer pour rechercher les sources du Nil. Eh bien, le Sud, c'est le marécage de tout ce que les entreprises ont accumulé au cours des décennies en termes de données pourries. Et donc, quand on est au sommet de l'Everest, que l'IA permet de franchir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois plus vite qu'un être humain, et que derrière, vous voyez le Sud, c'est-à-dire l'immense foutoir dans les données des entreprises, seule une IA est en mesure de pouvoir aider à faire le nettoyage. Parce que là encore, mettre des humains pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est humainement impossible. Alors qui, là encore, va être plutôt mal à l'aise? Oui, c'est une destruction d'emplois au sens résultat financier de l'entreprise. Si sa vue à court terme, c'est il faut d'abord franchir l'Everest et ensuite il faut nettoyer au sécateur le Sud. Mais quand on met l'IA, à partir du moment où il est en mesure d'atteindre l'Everest et d'aider à nettoyer le Sud, elle donne des perspectives aux consultants qui, là, sont très contents pour le coup, parce que, en fait, l'IA les augmente et elle leur permet d'envisager leur métier d'une manière différente et de réaliser des tâches qui sont vraiment des tâches à valeur ajoutée et des tâches qu'on ne pouvait pas imaginer simplement parce qu'on n'a même pas réussi à atteindre l'Everest. Donc, l'Icedol, le champion d'échecs, oui, j'ai regardé la vidéo sur YouTube et après le choc émotionnel passé, en fait, il a appris de l'IA et ça l'a augmenté. Eh bien, les consultants dans le domaine de la cybersécurité ou dans d'autres domaines, eux aussi vont être augmentés. Quand on intervient pour réaliser des activités, pour se débarrasser, grâce à un automate, d'activités sans le moindre intérêt pour vendre de la valeur, on est valorisé. Et les entreprises elles-mêmes peuvent gagner de l'argent, donc les clients aussi, pour envisager toute autre chose. Je ne dis pas que ça touche tous les secteurs, mais dans le cadre de la vente de services de conseil, qui est mon secteur d'activité, la réponse, c'est oui. Merci. Vous êtes en train de dire que l'IA donne du sens. L'IA donne du sens à la vie. Oui, parce que le nombre de consultants auxquels je suis confronté et des consultants qui sont vraiment bien capés, eux ont bien conscience qu'on leur fait faire des choses sans intérêt, voire contraires à l'éthique. Quand il s'agit de vendre des prestations de services sans intérêt, chères et qui ne livrent pas, ils ont bien conscience qu'on les envoie vendre du vent. Mathilde Guillou. Alors, en fait, l'angle de réflexion que moi j'ai eu sur ce sujet de la destruction ou de la création d'emplois et du tissu social qui est sous-jacent à ça était lié à 2 points, puisque moi je me suis particulièrement intéressée à ce qui touche aux ressources humaines. Et moi je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, par contre je suis une spécialiste des organisations. Et à ce titre, dans les organisations, il y a ce que nous on appelle, ou on a coutume d'appeler, un aveuglement. Les organisations, comme les êtres humains d'ailleurs, sont aveugles à eux-mêmes. Donc, il y a un moment où l'intelligence artificielle peut apporter une valeur ajoutée à ce que nous ne voyons pas. Et quand on ouvre les yeux d'une organisation pour lui permettre d'accéder à l'intelligence de ressources qu'elle possède, alors même qu'elle n'en a pas conscience, j'aurais tendance à dire que ça apporterait quand même quelque chose de significatif dans ce qu'elle pourrait proposer et se proposer à elle-même pour sa stratégie, sa vision, ses emplois, la manière de s'occuper de ses collaborateurs, etc. Donc ça m'a amené à 2 axes principaux qui sont à la fois comment est-ce qu'on s'occupe des personnes et des organisations, et à ce titre, je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider à garantir plus d'humanité, puisque si on s'occupe à des tâches
plus intéressantes pour les humains et qu'on délègue des tâches moins intéressantes à ces machines, il est clair qu'on va revenir chercher les hommes et les femmes sur les fondements mêmes de ce pourquoi ils sont réunis dans les organisations. Et ça, de mon point de vue, ça augmente quand même un peu le débat. Et ça doit nous rapprocher les uns les autres plutôt que de nous opposer. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est que dans les organisations, les personnes sont parfois perdues. Et si l'intelligence artificielle peut apporter à chacun d'entre nous une vision augmentée de notre parcours, notre chemin, notre carrière, nos opportunités, notre niveau d'apprentissage, nos compétences, les valeurs auxquelles on croit, etc., eh bien, de mon point de vue, je pense que ça apporte une confiance augmentée les uns envers les autres. Et j'aurais tendance à croire que l'intelligence artificielle va contribuer à plus d'humanisme dans nos sociétés, parce qu'on se concentrera sur ce qui fait l'essence même des relations humaines. Voilà. Et j'ai eu un dernier doute sur ce terme d'intelligence artificielle. Ce terme vient de l'anglais, en fait, artificial intelligence, et l'intelligence en anglais, ça ne veut pas dire intelligence. Voilà. Très juste. Il faut toujours se méfier de ces termes qu'on traduit trop simplement. Christine Balaguer, votre avis sur tout ça ? Alors moi, je vais moins parler d'emploi que de tissu social. Absolument. Et c'est important de passer de l'un à l'autre. Et mon propos, c'est de dire l'intelligence artificielle, elle automatise les inégalités. Et il y a d'ailleurs un excellent ouvrage que vous pouvez lire qui s'appelle Automating Inequalities, qui est sorti en 2017 aux États-Unis sur ce sujet. Et donc, on est dans un paradoxe parce qu'on a créé le siècle des Lumières. On est défenseur au moment des Lumières d'une certaine égalité entre les individus. Et aujourd'hui, on est dans un progrès, dans des innovations développées par les organisations et les entreprises, qui est vraiment source d'inégalité. Alors, deuxième point, c'est qu'on parle de l'IA depuis tout à l'heure comme si c'était une personne, un objet, un tiers. Mais non, l'IA, c'est un programme informatique. Bernard l'a dit, c'est vieux, c'est ancien. Effectivement, les techniques et les technologies ont changé. Moi, je travaille à l'Institut Mines-Télécom, on travaille sur ces technologies. Ça n'est qu'une évolution des technologies. Mais l'IA, c'est une construction humaine. Donc c'est vous, c'est nous qui construisons ce monde. Donc on accuse aujourd'hui, on fait le procès de l'IA, mais je dirais peut-être qu'il faut faire le procès de vous, de nous, de la construction qu'on est en train d'en faire, plutôt que de prendre l'IA comme responsable ou pas de notre futur. Alors toute cette transformation digitale qui est amenée à l'IA aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle non plus, ça fait plus de 25 ans qu'on est dans ces nouveaux modes, nouvelles pratiques, changement de société, changement de nos vies de citoyens au quotidien. Ce qui est nouveau, récent, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces technologies, en particulier l'IA, on génère des débats dichotomiques avec une vision positive ou négative. Vous pouvez dire, Google, c'est un accès fabuleux à la connaissance, mais c'est aussi un moteur qui est un modèle biface, capteur massif de données. Les algorithmes, vous pouvez dire, c'est source de progrès. Le séquençage du génome, c'est un progrès fabuleux en santé. Mais on sait bien que, y a des enjeux éthiques absolument considérables. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces questions. Alors, moi, je vais vous mettre devant quelques exemples, tout simplement, pour penser cette IA, si cette IA se généralise. Et donc, est-ce qu'on a envie d'aller dans ce monde-là ? Vous avez aux États-Unis, et ce n'est pas le monde du futur, des services de cardiologie dans lesquels vous arrivez, vous avez un problème cardiaque, voire une urgence, vous arrivez, et au moment où vous arrivez dans ces services, vous avez un algo qui calcule le temps qui vous reste et votre probabilité de mort dans l'heure qui suit. En fonction de votre probabilité calculée, vous êtes géré en urgence ou pas. Alors là, on peut se dire c'est un énorme progrès, c'est ce que disent les médecins de ce service, on sauve des vies. Sauf que si vous êtes dans ce qu'on appelle les faux négatifs, vous pouvez dire oh là là, c'est horrible ce monde. Enfin, vous ne pourrez plus le dire d'ailleurs, probablement. Deuxième domaine, est-ce qu'on a envie, et c'est le cas aux États-Unis, d'une intelligence artificielle dans la justice ? Est-ce qu'on a envie d'une justice qui calcule automatiquement les taux de récidive des individus ? Est-ce qu'on a envie d'une identification des individus par rapport à leur probabilité de commettre des délits ? On sait bien que, heureusement en France, pour l'instant,
notre gouvernement et nos députés ont refusé d'aller dans ce sens-là, mais on y sera peut-être demain. Source d'inégalité aussi, on est soumis tous, et vous fabriquez en tant qu'entreprise, et on fabrique tous des systèmes de recommandation produits. On est dans des bulles d'enfermement, on n'a plus de choix, on n'a plus d'autonomie, hein, quelque part, en termes de choix de vie. Donc, tout cela est source, évidemment, d'inégalité, et ça pose vraiment des problèmes. Que va devenir un parcours santé si tout est IA? Vous voyez, on arrive à l'hôpital, déjà c'est un algo, et puis ensuite, si tout est algo, est-ce que vous croyez qu'on a envie de ce monde-là? Non, on a envie d'un monde où, en fait, on remet de l'humain dans ces technologies. Et je lis là, en face de moi, pour une croissance responsable, eh bien, je crois qu'il faut effectivement prendre peut-être les côtés positifs de cette intelligence artificielle, mais il faut la penser de manière responsable et éthique. Alors, il se trouve que j'ai lancé une chaire hier, et que, en fait, cette chaire, le titre, c'est « Repenser les technologies et l'intelligence artificielle pour et par l'humain ». Et des entreprises nous suivent, des grosses entreprises, AG2R, Danone, Sycomore, Faber Nouvelle, etc. Et donc on est acteur. Mon propos, c'est vraiment de dire on est acteur, c'est une construction humaine. Il faut savoir ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Il faut penser l'intelligence artificielle en remettant l'humain au cœur de l'intelligence artificielle et donc contribuer à développer cette intelligence artificielle éthique et responsable. Sinon, on va vers un monde pour nos enfants et nos peut-être futurs petits-enfants dont on n'a absolument pas envie et peut-être la fin, effectivement, de l'humanité. Merci beaucoup. À vous, un dernier mot pour conclure et on passera sur un sujet assez voisin dans le prochain point. Bon, c'est un sujet très ancien. Si vous ne l'avez pas visité, il y a un musée extraordinaire à Paris qui est le musée des arts et métiers, où il y a tous les objets industriels qui ont été construits. Et j'ai appris l'origine du mot sabotage, avec un étudiant qui me présentait le métier à tisser dont on parlait. C'est quoi le sabotage? Le métier à tisser, vous savez, la navette qui circule. Les ouvriers qui faisaient ça avant à la main, ils passaient la navette à la main. Ils ont vu un truc qu'ils faisaient automatique. Ils ont dit ça, c'est pas bon pour mon job. Comme ils avaient des sabots, ils ont envoyé leurs sabots sur le mécanisme pour le casser. D'où l'origine du mot sabotage. Bon. Eh bien, l'IA, c'est un peu la même chose. Alors, je crois il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Il y a ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait faire demain. Aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que l'essentiel des travaux dans des pays comme les nôtres sont des travaux qui traitent de l'information, que ce soit un juriste, que ce soit un financier, que ce soit un comptable. Donc 80% des Français qui travaillent, ou 70% des Français qui travaillent sur de l'information. Tous ces métiers sont automatisables, on l'a évoqué, mieux, plus efficacement, avec des choses plus intéressantes. On est d'accord, ça peut faire mieux et beaucoup mieux. Bon, donc problème évident, tous ces métiers peuvent être remplacer. Un avocat qui fait une analyse prudence, maintenant il y a des outils qui vont faire une analyse 100 fois plus rapide et 100 fois plus pertinente. Donc tous ces métiers-là, c'est évident qu'ils vont être détruits. On peut se cacher derrière son petit doigt, mais ça va être détruit. La grande question qu'on évoque tous et auquel moi je n'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'on sera capable de créer des substituts? Et ça, alors dans l'agriculture, il y a 2% des agriculteurs en France qui travaillent, enfin la population qui travaille, c'est 2% d'agriculteurs qui nous font vivre bien et trop bien. Hein, il y a trop d'obèses en France, ok? Bon, ben oui. Donc ensuite, il y a eu les industriels, et on a remplacé par le travail de l'information. Est-ce que le travail de l'information actuel, qui va être automatisé brutalement, rapidement, de façon irréversible, on va trouver des substituts? Je n'ai pas la réponse à cette question. Destructif d'emplois, oui. Comment on en crée des nouveaux? Alors là, si quelqu'un a la réponse, je pense que c'est un sujet essentiel pour nos économies, mais moi, je n'ai pas la réponse.